Dans la première partie, nous avons retracé les grandes lignes de l'historique de l'euro et expliqué ce qu'il apporte aux Européens. Mais il en demeure néanmoins vrai qu'un bon nombre d'hommes et de femmes politiques souhaitent quitter la zone euro. Nous allons nous pencher sur leurs raisons. Les gouvernements ont un éventail d'outils pour intervenir dans l'économie. De manière générale, on divise ces moyens en deux catégories, les mesures fiscales et les mesures monétaires. Les mesures fiscales concernent le contrôle des dépenses du gouvernement et de l'imposition, les projets d'infrastructure, la santé, etc. Les mesures monétaires contrôlent la monnaie elle-même, combien cela coûte d'emprunter, le taux d'intérêt, et la quantité qu'il en circule dans l'économie. Pour chaque euro qu'un pays veut dépenser, il lui faut bien piocher de l'argent quelque part. Il peut augmenter ses rentrées d'argent en augmentant l'impôt, ou il peut emprunter. La plupart des pays financent leurs mesures fiscales par l'emprunt. Retournons à Dolfinia. Pour créer un nouvel aéroport ou de nouvelles routes, ils empruntent des millions de doublons. C'est un exemple de mesure fiscale. Malheureusement, si les touristes ne viennent plus, le pays n'est plus en capacité de prélever assez de taxes pour repayer ses dettes. Est-ce qu'ils font banqueroute ? Non, car ils ont le pouvoir sur les mesures monétaires. Ils sont en mesure d'imprimer plus de doublons, ce que l'on appelle faire marcher la planche à billets. À chaque doublon qu'ils injectent dans l'économie, son prix est de plus en plus tiré vers le bas. Cela s'appelle dévaluer sa monnaie. Des doublons moins chers veulent dire plus de touristes, plus d'exportations, plus d'emplois, et il devient plus facile de rembourser ses dettes. Les détenteurs des dettes, quant à eux, sont beaucoup moins ravis. On leur rembourse bien le nombre de doublons que l'on leur doit, mais ce même montant vaut en fait beaucoup moins, et potentiellement tellement moins qu'ils pourraient perdre de l'argent. Quand des pays dévaluent leur monnaie pour stimuler leur économie, ils alimentent une guerre économique de la dévaluation qui ne fait qu'empirer la situation. Dans la zone euro, le pouvoir fiscal et le pouvoir monétaire sont séparés. Chaque État membre reste maître de ses propres mesures fiscales, mais les mesures monétaires sont dans les mains de la Banque Centrale Européenne, la BCE, à Francfort. Ceci implique que les pays n'ont plus le pouvoir de contrôler leur propre monnaie pour influencer leur économie. C'est la BCE qui décide du taux d'intérêt des emprunts et de la quantité d'euros à imprimer pour toute la zone, ce qui peut être très bien pour certains aspects. Les investisseurs prêtent au pays selon des taux qui dépendent de leur estimation des risques concernant ce pays. Avec ce système centralisé, les pays ont moins de chances de faire défaut ou d'arrêter de payer leurs dettes. De plus, ils ne peuvent pas imprimer d'argent pour se sortir d'une crise en la dévaluant pour stimuler leur économie aux dépens de leurs voisins. Tout ceci rend les investisseurs plus confiants, ce qui veut dire que les pays peuvent emprunter à des taux plus favorables. En bref, ceci a fortement contribué à déclencher la crise grecque par exemple. La Grèce était en mesure d'emprunter à des taux plus faibles que si elle n'avait pas rejoint l'euro. Alors, elle a emprunté plus. Comme les recettes fiscales ne permettaient pas de tenir le rythme des remboursements, elle s'est trouvée dans l'embarras pour faire face à ses créanciers, et sans la possibilité de dévaluer sa monnaie pour stimuler sa croissance ou pour rembourser ses créditeurs à moindre coût. Dans la première partie, nous avons cité les 4 critères qui permettent une zone de devise optimale. C'est ici qu'intervient le 4e critère, à savoir le partage des risques. Dans la plupart des pays, il s'agit d'un acquis du domaine de l'unité nationale. Les régions les plus pauvres sont subventionnées par le gouvernement central car elles ne peuvent subvenir à leurs besoins seules. Alors qu'une personne de New York est certainement assez agacée de payer beaucoup d'impôts, il ne lui viendrait pas à l'idée de considérer d'exclure l'Alabama hors des États-Unis parce que cet État ne contribue pas autant. Nous nous trouvons aujourd'hui face à un moment de vérité pour l'Europe. Elle a à sa disposition plusieurs manières de partager les risques et de faire converger ses économies. Des transferts fiscaux entre États, l'emprunt, les eurobonds et plus de mesures favorisant la mobilité du travail. Elle peut aussi décider de ne pas partager le risque et de s'éloigner rapidement du concept de zone de devise optimale. Les politiciens qui souhaitent prendre l'option de la sortie de l'euro le veulent pour reprendre le contrôle sur leur pouvoir monétaire, afin de changer la valeur de leur nouvelle monnaie. Un nouveau franc pourrait être dévalué de façon à favoriser les exportations françaises et les voyages vers la Tour Eiffel, qui deviendraient ainsi moins chers. Cela pourrait contribuer à résoudre le problème du chômage de masse. Ils sont opposés au principe de centralisation de l'UE et préfèrent travailler contre le rapprochement de l'Union sur les plans politiques et économiques. Il est important ici de savoir que statuer sur le problème dépasse le sujet de l'euro. L'euro et l'Union européenne sont liés par les mêmes traités. Celui de l'Union européenne contient bien une clause de sortie, le fameux article 50 du traité de l'UE, rendu célèbre par le vote de la Grande-Bretagne en faveur du Brexit. En revanche, il n'y a aucune clause de sortie en ce qui concerne l'euro. Les experts en droit ont globalement conclut que sans un nouveau traité signé par tous les membres de l'UE, quitter l'euro implique de prendre la porte de l'Union, tout comme la Grande-Bretagne. Nous laisserons l'analyse de la vie quotidienne hors de l'Union européenne à Theresa May.
Projetons-nous dans le cas de la victoire de ces politiciens qui souhaitent quitter l'euro et donc l'Europe. Que se passe-t-il maintenant? D'abord, il va leur falloir imprimer une nouvelle monnaie et en imprimer beaucoup. Le jour où ils procéderont à l'échange de monnaie, tous les distributeurs et tous les commerces devront être porteurs de quantités suffisantes, sans quoi le pays arrêtera de fonctionner. Mais il n'y a aucun moyen d'imprimer et de distribuer autant d'argent sans que cela se sache. Un plan de ce type ne resterait secret pas plus de quelques heures. Une des options envisagées est de créer la nouvelle monnaie en parallèle à l'euro. C'est le processus qui a été utilisé pour le passage à l'euro, mais en inversé. Le gouvernement emprunterait dans la nouvelle monnaie pendant que les imprimeurs et les législateurs s'adapteraient. Cependant, les investisseurs verraient tout à fait clair dans cette manœuvre et ne seraient pas dupes que la nouvelle monnaie, dès l'échange terminé, serait dévaluée. Alors, les investisseurs demanderaient dès le début un taux d'intérêt plus élevé pour compenser le risque. Il en serait de même pour n'importe qui des tenants des euros et qui, voyant cette dévaluation se profiler, tenteraient d'anticiper en sortant leur argent du pays le plus rapidement possible. Le pays a dans ce cas deux choix possibles. Laisser l'argent fuir le pays. Avant la fin de l'échange de monnaie, il pourrait trouver des comptes bancaires vidés et des entreprises délocalisées à l'étranger, imposer un contrôle sur les capitaux et empêcher l'argent de sortir du pays. Il s'agirait là d'une nouvelle crise financière car le contrôle porterait sur tous les moyens d'utilisation de l'euro, comme des retraits limités sur les comptes bancaires et des limites strictes pour toutes les transactions internationales. Pensez à notre épicier qui aurait besoin d'une autorisation à chaque fois qu'il achèterait un produit comme l'huile d'olive. Cela ne termine jamais bien, il suffit de regarder le Venezuela. Les travailleurs aussi seraient tentés de quitter le pays, puisqu'ailleurs, ils seraient payés en euros au lieu d'un franc dévalué. La seule manière d'arrêter cette hémorragie serait de mettre en place des barrières à la mobilité qui sont antilibérales et peu séduisantes. Une transition douce vers la sortie de l'euro est presque impossible. Mais même en considérant ces défis, le pays pourrait vouloir rentrer dans ce processus de changement. Tant qu'à subir une crise, il le ferait sur un week-end. Un vendredi après-midi, les banques fermeraient leurs portes et le gouvernement tiendrait une session spéciale pour passer une loi qui changerait tous les avoirs bancaires et les contrats en nouveaux francs. En utilisant une manière un peu plus douce, cela prendrait plus de temps, mais la finalité serait la même. Et la crise commencerait pour de bon au réveil de la population le lundi matin. Une grande partie des créditeurs de l'État sont internationaux. Ils considéreront les remboursements faits avec ce nouveau franc inadmissibles. Et quand les créditeurs courants réclament leur argent, aucun nouveau n'accepte de prêter plus. Le pays perdrait ainsi presque totalement l'accès à des fonds de financement, ce qui serait le point de départ d'une nouvelle crise financière destructive qui nécessiterait des opérations de sauvetage dans le monde entier. Cela serait le plus grand défaut d'un pays jamais vu dans l'histoire. Comme si cela ne suffisait pas, le même jour commencerait une autre crise, étant donné qu'avec la libre circulation des capitaux, les banques sont éparpillées aux quatre coins de la zone euro et détiennent des avoirs et des crédits d'un pays et de l'autre. Des banques hollandaises ont fait des prêts immobiliers à des ménages espagnols, des banques allemandes ont prêté à des entreprises italiennes, des banques espagnoles ont participé au financement de nouvelles infrastructures en France. D'un jour à l'autre, les avoirs de ces banques, à savoir les crédits sur ces biens, se trouveraient dans une nouvelle monnaie qui de surcroît aurait été dévaluée. Ces avoirs vaudraient alors beaucoup moins que leurs propres créances, à savoir ce qu'ils doivent être capables de repayer, les dépôts en euros sur les comptes de tous leurs clients. Il y a un mot pour définir le fait de devoir plus que ce que l'on détient. C'est la banqueroute. En étant informés tôt, les banques pourraient vendre leurs avoirs pour éviter la banqueroute. Mais la période de transition serait certainement douloureuse. Même en s'y prenant de bonne heure, il y aurait certainement une crise bancaire qui nécessiterait un sauvetage de l'État. Il en revient aux électeurs de choisir. Ils peuvent reprendre le pouvoir monétaire pour stimuler leur économie nationale. Ils y perdraient tous les bénéfices de l'intégration dans la zone européenne, et dans la manœuvre, ils déstabiliseraient fortement toute l'Union en réunissant les conditions de crise financière et bancaire potentiellement historiques. L'autre choix est de s'engager à rester partie prenante d'un projet qui construit le rapprochement de l'Europe depuis 67 ans, et ainsi de continuer à bénéficier de la paix et de la prospérité qu'apporte l'euro. Votez en toute conscience.